Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette session sur le soutien aux entreprises face à la crise, de l'urgence à la relance. On est printemps de l'économie. Bienvenue à ceux qui sont ici présents en amphithéâtre du CNAM, en vous demandant d'être particulièrement discrets dans vos arrivées un petit peu retardées. Et bienvenue aussi à ceux qui sont présents en ligne. Donc, je suis Agnès Benassi-Kéré, je suis chef économiste de la Direction générale du Trésor qui a organisé aujourd'hui cette session pour vous. Alors, comme vous l'avez remarqué, 2020 a été marqué par une récession sans précédent, moins 8% sur l'évolution de l'activité en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2009, lors de la crise financière, le PIB avait reculé de 2,6%. Donc c'est une crise d'une ampleur sans précédent. Et en réponse à cela, les soutiens publics ont été massifs. Au niveau national, le soutien en France a été de l'ordre de 70 milliards d'euros en 2020 et encore 64 milliards en 2021, notamment donc, via des dispositifs comme l'activité partielle, le fonds de solidarité, mais aussi des mesures de liquidité pour les entreprises. Alors, en 2021, le PIB est en train de rebondir de manière assez spectaculaire également. Mais nous allons discuter aujourd'hui dans quelle mesure ces mesures d'urgence qui ont été déployées ont soutenu l'activité, ont préservé le tissu productif, ont préservé l'emploi, aident aujourd'hui l'économie à rebondir. Et on va peut-être aussi discuter de l'arbitrage qu'il y a toujours à faire entre la préservation de l'existant, mais aussi ne pas bloquer l'évolution de l'économie vers des nouveaux business models, vers des nouveaux emplois, des nouveaux territoires. Et donc, il y a toujours cet arbitrage à faire. Donc, il y a eu une décision qui a été faite au milieu de la crise de préserver l'existant. Mais en sortie de crise, eh bien, il y a une décision aussi qui est prise de retirer les aides d'urgence en conservant des aides de manière extrêmement ciblée, et le plan de relance de 100 milliards d'euros vient prendre le relais en 2021, et puis il va se poursuivre en 2022 et un petit peu les années suivantes. Donc, pour discuter tous ces aspects-là, nous avons un plateau de choix. Donc, je vais les présenter très rapidement et dans l'ordre d'apparition. Clément Malgouir, qui est chercheur en économie à l'Institut des politiques publiques, qui nous parlera plus particulièrement des bilans des entreprises, la situation du tissu productif après la crise. Donc, on va avoir un premier temps où on va discuter du bilan au jour d'aujourd'hui de la crise, et puis dans un deuxième temps, on parlera du plan de relance et comment on peut accentuer le rebond de l'économie et sa transformation. Nous aurons donc en deuxième lieu Selma Mahfouz, qui est économiste, qui a été pendant plus de 5 ans directrice de la DARES, qui est la direction de l'animation de la recherche et des études statistiques du ministère du Travail. Donc c'est l'endroit au ministère du Travail où on collecte des données fiables et on réfléchit aux politiques publiques passées et à venir, bien sûr, avec des méthodes rigoureuses. Ensuite, nous aurons Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines, mais il est ici présent en tant que chercheur en économie. Et il est l'auteur d'un rapport remarqué il y a quelques mois sur les aspects territoriaux de la crise, l'impact différencié de la crise selon les territoires et la répartition aussi du plan France Relance. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Clément pour le premier tour de table. Je voulais vous rappeler que pour poser vos questions, vous pouvez le faire directement sur le site printempsdelécho.fr ou bien sur Twitter ou bien sur YouTube avec le hashtag Printemps de l'écho. Voilà. Clément, à toi la parole. Bonjour à tous. Merci Agnès pour l'invitation et l'introduction. Je voulais commencer par vraiment abonder dans le sens d'Agnès sur le caractère sans précédent, en tout cas dans l'histoire économique récente, de la taille du choc auquel ont fait face les entreprises, et en réponse, l'ampleur des mesures de soutien directement dirigées vers les entreprises qui ont été mises en place. Il y a environ 240 milliards d'euros qui ont été directement mobilisés entre
le début de 2020 et la mi-2021, direct donc, au bénéfice des entreprises. Et c'est important de distinguer la partie de ces aides qui sont des subventions, c'est-à-dire des aides que les entreprises ont reçues et qu'elles n'ont pas vocation à rembourser. C'est notamment donc, l'activité partielle, mais aussi le fonds social. Et donc, il y a environ peut-être 70 milliards cumulés entre ces deux dispositifs. Et ensuite, il y a des dispositifs qui sont des aides à la trésorerie des entreprises, qui ont fourni des liquidités aux entreprises dans la crise. Et c'est notamment le cas des reports de cotisations sociales. Et le dispositif qui est quantitativement le plus important, c'est les prêts garantis par l'État. Et donc le but de cette mobilisation massive, c'était clairement de préserver le tissu productif et de, en quelque sorte, geler la situation des entreprises et des relations d'emploi telles qu'elles étaient au début de la crise. Dans une économie, on va dire, de marché en temps normal, c'est pas anormal, c'est même peut-être inévitable et dans une certaine mesure souhaitable qu'il y ait des destructions d'entreprises, qu'il y ait des créations d'entreprises et des réaffectations des travailleurs entre des secteurs déclinants et des secteurs qui sont en expansion, même si on sait qu'il y a un coût privé au fait d'être licencié, il y a aussi un bénéfice, une sorte d'utilité sociale au fait que de nouvelles activités puissent se développer. Mais effectivement, dans le cadre des restrictions sanitaires auxquelles, en fait, qui ont été nécessaires face à la crise du Covid, en 2020, il a fallu, en fait, on n'était pas dans un contexte où ces réaffectations étaient susceptibles d'avoir lieu, et il a fallu donc faire en sorte d'éviter au maximum des failles d'entreprises qui soient inefficaces, c'est-à-dire des liquidations d'entreprises qui, en temps normal, auraient été viables. Alors, en 2 minutes, les résultats de cette politique ? Voilà, et donc, si on regarde, je veux dire, de façon un petit peu les objectifs de base qui étaient en fait d'éviter une hausse énorme du chômage et une vague de défaillance, on peut dire que cette politique a été, sur ces objectifs très simples, assez effective. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une hausse, il y a plutôt même une baisse des défaillances en 2020, mais il n'y a pas de remontée de ces défaillances en 2021. Et la hausse du chômage, ça c'est plutôt Selma qui va en parler, mais elle a plutôt été contenue compte tenu de la taille de la récession. Mais donc il y a eu vraiment, je pense, au premier regard, c'est-à-dire une sorte d'effectivité, d'efficacité de ces rapports, de ces politiques, dans leur objectif très simple qui était de garantir la survie formelle des entreprises telles qu'elles étaient en début 2020. Un souci qui est plus particulier, c'est qui concerne plutôt les entreprises une fois qu'elles ont survécu, c'est la situation de leur bilan. C'est-à-dire que les entreprises ont bénéficié, donc on fait face à une baisse d'activité sans précédent, ont bénéficié de subventions, mais aussi pris pas mal de dettes. Okay, et donc il y a beaucoup d'observateurs qui redoutent une remontée des défaillances et la suite en fait à une hausse de l'endettement des entreprises. Là aussi, et c'est l'objet des travaux qu'on a menés un peu à l'Institut des politiques publiques, mais qui vont beaucoup dans le sens de ce qu'a fait par exemple la Banque de France, c'est que l'endettement brut des entreprises, c'est-à-dire leur dette totale, a beaucoup augmenté au cours de la période. C'est du fait du PGE et des reports de cotisations sociales en partie. Mais l'endettement net a été beaucoup moins dynamique. C'est-à-dire que les entreprises, l'endettement net, c'est vraiment les dettes auxquelles on va retrancher les actifs très liquides dont disposent les entreprises. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas au niveau agrégé, cet endettement net a été très stable, plutôt rassurant sur la situation financière du bilan des entreprises au sortir de cette première phase de crise. Bien sûr, là, je vous parle de chiffres agrégés. Il faut regarder bien en détail la distribution de ces endettements, voir s'il n'y a pas des poches de vulnérabilité. Mais là aussi, les données de la Banque de France sont plutôt rassurantes, où elles montrent qu'en fait, même les valeurs extrêmes d'endettement net ont eu tendance à être stables au cours de la période. Voilà. Merci Clément, merci pour ce premier éclairage microéconomique plutôt rassurant à date, même si l'histoire n'est pas terminée. Alors je me tourne maintenant vers Selma. Clément l'a dit, donc Selma Mahfouz, ancienne directrice de la DARES, je le rappelle, donc qui a vécu la crise au cœur du cyclone, avec cette angoisse d'une explosion du chômage, explosion que nous n'avons pas vue, mais c'est un peu en trompe-l'œil parce que l'activité partielle est venue absorber
la main-d'œuvre. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel bilan? On a vu que l'emploi avait fortement rebondi en France, même de manière presque surprenante. Il est maintenant au-dessus du niveau d'avant-crise, mais il y a encore des personnes en activité partielle. Donc, quel est ton bilan? Quel bilan fais-tu à date? Oui, alors pour cerner, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Pour cerner les enjeux du plan d'urgence, je crois qu'il faut quand même se replacer très brièvement dans le contexte de la crise. On est donc en mi-mars 2020. Le gouvernement vient d'annoncer le premier confinement. Et sur le marché du travail, il va y avoir 3 situations. Il va y avoir des gens qui sont en télétravail, qui peuvent télétravailler, des gens qui vont devoir aller travailler sur site parce qu'ils sont dans des secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter, et puis des gens qui ont dit d'arrêter de travailler et de rester chez eux. Et tout l'enjeu va être que pour ces derniers, on évite à la fois pour les entreprises de perdre ses salariés et les compétences et de détruire les emplois, et pour les salariés, un passage par le chômage. Alors très vite, en fait, dès le 25 mars, donc mi-mars, premier confinement, dès le 23-25 mars, se met en place la mesure principale du plan de relance concernant le marché du travail, qui est l'activité partielle. Il y a eu d'autres mesures, il y a eu la prolongation des droits des chômeurs en fin de droit, il y a eu les reports de cotisations sociales. Je vais me concentrer sur le gros, qui est l'activité partielle. Alors, il faut avoir en tête qu'on avait en mémoire la crise de 2009, qui avait ceci de particulier qu'en France, le PIB avait moins chuté qu'en Allemagne pendant la crise de 2009, mais le chômage avait plus augmenté. Et la raison de cette différence notable et regrettable, c'était ce qu'on appelle le Kurzarbeit en Allemagne, c'est-à-dire le chômage partiel ou l'activité partielle. Alors comment ça marche? Très vite, le principe c'est très simple, le salarié arrête de travailler ou travaille moins d'heures, mais son contrat de travail n'est pas rompu, il est juste suspendu. Il perçoit son salaire, 84% de son salaire net, même 100% du salaire net au niveau du SMIC, et l'employeur est remboursé des salaires qu'il verse aux salariés. Donc le principe est assez simple. Très vite, la question se pose de savoir si le remboursement des entreprises doit être complet, total ou pas. Et en fait, au départ, en mars, il est décidé qu'il sera total, au vu de ce qui est en train de se passer en Allemagne notamment. Et puis très vite, ce qu'il faut voir, c'est que les premiers chiffres tombent. 25 mars de mémoire, en ayant regardé, l'INSEE fait la première estimation du PIB en outcasting, moins 35% de chute du PIB sur la semaine. Et puis vers la mi-avril, on commence à avoir des premiers résultats d'enquête. On sait que fin mars, la moitié des salariés sont dans une entreprise dont l'activité s'est arrêtée complètement ou a diminué de plus de moitié. Que les entreprises ont peu licencié visiblement, et que à peu près en fait fin mars on a un quart des salariés qui travaillent sur site, un quart en chômage partiel, un quart en télétravail. Et donc ce qu'on voit assez vite, c'est que cette crise elle est complètement inhabituelle. Elle est complètement inhabituelle parce que d'habitude dans une crise l'activité ralentit et puis ensuite on licencie. D'abord on garde un peu les salariés et puis on licencie. Là ça a été complètement l'inverse. On a dit aux gens d'arrêter de travailler, donc l'emploi mobilisé a chuté, et c'est à cause de ça que l'activité s'est arrêtée. Donc on a une immédiateté de l'ajustement de l'emploi mobilisé à l'activité à la hausse, et comme on va le voir après, aussi à la baisse et aussi à la hausse dans la reprise qu'on aura. Ce qu'on voit aussi, c'est une dimension sectorielle très forte. C'est pas du tout pareil dans le secteur hôtel, café, restaurant ou dans des secteurs qui restent ouverts. Le soutien des politiques publiques est massif. Et on a une incertitude très forte. Ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises ne savent absolument pas de quoi demain va être fait. Et ça, on l'a un peu oublié, mais l'incertitude n'a fait qu'augmenter jusqu'à l'automne. Alors, pour autant, donc, on a mis en place l'activité partielle, énormément de monde en activité partielle. Et puis, les premiers indicateurs, là aussi, tu disais, on a évité le pire, mais les premiers chiffres qui tombent, c'est le nombre d'intérimaires s'écroule. Il passe de 800 000 intérimaires en la crise à 500 000 fin mars, 360 000 fin avril. Et puis les premiers chiffres du nombre de demandeurs d'emploi, c'est quand même en avril 840 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en plus, après 250 000 en mars, donc plus d'1 million. Donc on a quand même au début de la crise des choses qui se passent sur le marché du travail qui sont d'une ampleur absolument complètement inédite. C'est des courbes où ça fait ça et puis c'est vertical. Donc tout ça renforce quand même la conviction que l'activité partielle, qu'il faut absolument essayer de limiter les dégâts. Alors, quel bilan au total on peut tirer de ce dispositif? Moi, je pense qu'il y a trois dimensions. La première,
c'est souligné dans le rapport de la commission Queré qui a dressé le bilan des mesures du plan de relance, c'est que ces mesures de soutien, elles ont été déployées en temps utile, très vite. Les administrations concernées, la DGEFP, pour ne pas la nommer, a montré sa capacité à tout de suite délivrer les aides aux entreprises, à s'adapter au fur et à mesure. Donc dès le mois de mars 2020, fin mars, on a 6,5 millions de salariés qui sont concernés par l'activité partielle. 6,5 millions. 8,4 millions en avril. Alors évidemment, ils ne sont pas en activité partielle tous les jours, tout le mois. En équivalent temps plein, c'est un petit peu moins. Mais en avril, en équivalent temps plein, on a 30% des salariés qui sont concernés par l'activité partielle. Encore une fois, ça fait à peu près 4,5 millions de salariés. 4,5 millions de salariés en activité partielle, en équivalent temps plein, 4,5 millions d'emplois non détruits par rapport à, je disais, 800 000 chômeurs nouveaux. Donc ça vous donne des ordres de grandeur. Le deuxième point, c'est que ce soutien massif à l'activité partielle, tu as comparé avec 2009, il a certainement évité une hausse du chômage, même si faut rester prudent. Mais juste, tu as dit en introduction, le PIB, en 2008-2009, il avait chuté de 4%. En 2020, de 4% du creux au creux, enfin du pic au creux. Pas sur l'année 2008, mais si tu prends vraiment de pic à creux, on a une baisse de 4% du PIB. En 2020, on a une baisse de 8%, un peu moins si on prend aussi de... Alors le taux de chômage, en 2008-2009, il est passé de à peu près 7% à 9,5%. Et il est resté à ce niveau un certain temps, comme vous savez. En 2020, il est passé de 7,8% au premier trimestre à 8% au deuxième trimestre 2021. Alors effectivement, il est passé par un pic à 9%, mais ça dit tout. Et le troisième élément de bilan, c'est que les effets pervers qui ont été craints tout du long, le fait de maintenir en vie des entreprises zombies qui en fait n'auraient plus d'activité, puis qui allaient se casser la figure après la crise, ou des effets d'aubaine. Alors évidemment, il y en a eu avec des mesures qui sont universelles, sans condition, il y a forcément un peu d'effet d'aubaine, mais ces effets pervers ont probablement été plus craints qu'avérés. Merci beaucoup Selma pour ce panorama vécu. Enfin, ça a dû être des semaines mais absolument incroyables et vraiment angoissantes pour ceux qui travaillaient au ministère du Travail. Oui, alors si vous voulez un petit mot effectivement, les premiers chiffres d'intérim et de chômage, quand il faut appeler le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud à l'époque et lui dire ce qu'il y a dans la hausse des demandeurs d'emploi, plus 840 000 en un mois, ce qui effaçait absolument toute la baisse depuis le début du quinquennat et même plus. C'est effectivement des moments où on se dit, voilà, on demande est-ce que tu es bien assis Surtout qu'à l'époque, on ne savait pas du tout où on allait. Il faut quand même rappeler, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais à l'époque, on était dans une incertitude mais totale sur combien de temps ça allait durer. Alors, je vais maintenant passer la parole à Jean-Noël Barrot, donc, qui est économiste par ailleurs, ou enfin, premièrement ou deuxièmement, je ne sais pas, député de la deuxième circonscription des Yvelines. Il est donc l'auteur de ce rapport sur les effets territoriaux. On sait que la crise a touché... certains secteurs plus que d'autres, mais aussi certains territoires plus que d'autres, ce qui était, enfin, tu vas nous expliquer. Et je crois que c'est vraiment intéressant dans ce rapport, c'est que les frontières, enfin la géographie de la crise ne correspond pas, pour une fois, aux inégalités géographiques préexistantes, ce qui donne aussi là un petit message d'espoir de rééquilibrage territorial. Merci beaucoup Agnès, bonjour à toutes et tous et bravo aux organisateurs du Printemps de l'économie. C'est aussi l'occasion de rappeler à ceux qui s'interrogent parfois que les économistes, pendant cette crise, ont joué un rôle décisif. Ils ont joué un rôle décisif, notamment parce que, ça a été rappelé par Selma et par Agnès, on n'y voyait pas du tout clair au tout début. Et en France, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que la statistique publique, c'est-à-dire Selma à la DARES, c'est-à-dire l'INSEE, ont mis sur pied en quelques jours une grande enquête qui s'appelle l'enquête ACEMO et que je vous invite à aller consulter si vous envisagez des études d'économie, de statistiques, qui ont permis rapidement aux décideurs, au monde politique, d'identifier ce qui était en train de se passer et qui était évidemment inimaginable auparavant. Et donc le travail d'Agnès avec ses équipes, de Selma avec ses équipes, ont permis d'ajuster, de calibrer les dispositifs, ce qui explique que ces dispositifs aient touché leur cible. Sinon, on était vraiment dans l'obscurité la plus complète et on risquait de faire de très grosses erreurs. Et ce que ça a permis aussi,
c'est des gens comme Clément ou comme moi qui nous sommes posés des questions sur la nature de la crise, la situation des entreprises, de faire ces travaux, puisque le bénéfice, si je puis dire, de cette très très forte mobilisation de la statistique publique, c'est que les chercheurs ont pu se saisir des données pour répondre à un certain nombre de questions. Et moi, la question que l'on m'avait posée et que j'ai posée aux données, c'était quelle est la dimension territoriale de la crise? Autrement dit, est-ce qu'au-delà de la composante sectorielle de la crise, ok, on a fermé les restaurants, on a fermé les activités événementielles, les vols internationaux se sont arrêtés, donc on comprend bien qu'il y a un certain nombre de secteurs qui vont en subir les conséquences directes. Mais est-ce qu'au-delà de cette dimension sectorielle, il y a une dimension territoriale? Et donc, on a pris les données qui avaient été très rapidement mises à disposition par les administrations et par de la statistique publique. La première chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait effectivement une très forte hétérogénéité territoriale dans la baisse d'activité mesurée par la baisse de la masse salariale privée, la baisse de la masse salariale privée. On a vu que quand on prend les 10% des bassins d'emploi, alors un bassin d'emploi, c'est quoi? C'est une zone géographique dans laquelle l'INSEE considère que les gens vivent et travaillent. Il y en a 300 à peu près en France, donc en moyenne 3 par département, mais voilà ce que c'est qu'un bassin d'emploi. Si vous prenez les 10% des bassins d'emploi, les 30 bassins d'emploi qui ont connu la plus forte baisse d'activité, cette baisse d'activité est 2,5 fois supérieure à la moyenne des autres bassins d'emploi en France. Enfin, la moyenne des bassins d'emploi en France. Cette très forte hétérogénéité, elle ne s'explique pas seulement par le fait que dans tel bassin d'emploi, il y a beaucoup de restaurants et dans tel bassin d'emploi, il y en a moins, ou qu'il y a de l'aéronautique, etc. Il y a toute une dimension de la baisse d'activité, en tout cas on a essayé de le disséquer sur le plan statistique, qui ne s'explique pas par le code APE, c'est-à-dire par la nature de la spécialisation sectorielle des entreprises du bassin d'emploi. Donc ça peut être lié, peut-être, c'est un peu difficile de trouver les variables qui peuvent expliquer ces différences, mais parmi ces variables, il y a sans doute des dimensions liées à l'intensité de la crise sanitaire, au développement du télétravail, qui a des impacts évidemment sur l'activité commerciale. Ça peut être aussi des effets de ruissellement. Vous avez, par exemple, si vous êtes un vendeur de chaussures à Toulouse, si vous voulez, à Toulouse, il y a une grosse concentration d'activités aéronautiques qui a été très largement arrêtée pendant la crise. Donc, si vous êtes vendeur de chaussures à Toulouse, vous n'allez plus vendre de chaussures puisque les gens ne vont plus au travail. Mais le même vendeur de chaussures, exactement le même taille, même marque de chaussures vendue, qui se situerait dans un autre département comme le Maine-et-Loire, lui aura connu une année très différente. Donc cette composante locale, on a aussi voulu essayer de vérifier, ou en tout cas d'analyser si elle se reflétait dans le ressenti des Français au niveau de leur bassin d'emploi. Pour ça, on a essayé de chercher si on pouvait s'appuyer sur un baromètre de l'humeur des Français au niveau très local, et on n'a pas réussi à en trouver un. Et donc on a essayé de le reconstituer grâce aux données des réseaux sociaux et plus précisément les données de Twitter. Et sur Twitter, on est allé télécharger les messages Twitter, plusieurs dizaines de millions de messages Twitter par bassin d'emploi. Et on a analysé les messages avec les emojis, avec la positivité ou la négativité des termes utilisés dans les messages. Et on a pu constater que dans les bassins d'emploi qui ont été particulièrement éprouvés, je parlais de Toulouse tout à l'heure, mais on pourrait parler de Roissy, on pourrait parler de la Corse, on pourrait parler de la montagne, bien la positivité des messages Twitter a baissé plus fortement que dans les autres territoires. Voilà ce que je voulais dire sur la description du choc. Il y a 2 surprises. La première, c'est celle qu'Agnès a citée tout à l'heure. La géographie de la baisse d'activité ne recouvre pas celle des fragilités antérieures. La crise a touché de manière équivalente des territoires qui étaient prospères avant la crise et des territoires qui étaient plus vulnérables. Si vous prenez les 2 bassins d'emploi qui ont connu la plus forte baisse d'activité, vous avez la Tarentaise, qui est donc en Savoie, qui est un territoire de montagne extrêmement prospère, au plein emploi avant la crise, et vous avez Roissy, qui est à cheval entre la Seine-Saint-Denis et l'est du Val d'Oise, qui est un territoire extrêmement pauvre, avec un taux de chômage
très élevé en début de crise. Et vous avez là les deux bassins d'emploi qui ont le plus souffert, et c'est une belle illustration du fait, une bonne illustration du fait que la crise a touché tout le monde, les territoires prospères et les territoires fragiles. Et la deuxième surprise, c'est que quand on s'intéresse aux typologies de territoires, entre les grandes métropoles, enfin les arrondissements des grandes métropoles, la banlieue des grandes métropoles, les villes moyennes, les territoires ruraux, et qu'on dit tiens, quelle est la catégorie de territoire qui a le plus souffert de la crise? Mais on s'aperçoit que, en gros, évidemment, il y a des différences très fortes entre territoires, mais au sein de chaque catégorie, enfin, les catégories que j'ai citées ont connu à peu près en moyenne la même baisse d'activité, sauf les arrondissements des grandes métropoles, et en particulier Paris, Lyon, Marseille, où la baisse d'activité a été presque 2 fois supérieure à celle des autres typologies de territoires, y compris quand l'été dernier, enfin, ou l'été 2020, les mesures de restriction se sont levées. Il n'y a pas eu de rattrapage à ce moment-là. Il y a même eu un écartement entre la situation du cœur des grandes métropoles et le reste des territoires. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour cette perspective territoriale. Je note au passage, et ça c'est quelque chose de très important, Selma a mentionné tout à l'heure que l'INSEE, une semaine après le début de la crise, sortait déjà des chiffres. Clément, à l'Institut des politiques publiques, a utilisé de manière très intensive les données. Jean-Noël a cité Twitter, qui était utilisé d'une manière très originale. Je voulais signaler que la profusion de données, que ce soit des données de comptabilité, mais aussi de toutes sortes de données, a été vraiment clé dans la conception des politiques publiques, à la fois sur les mesures d'urgence, mais aussi sur le plan de relance. On pourra en dire un mot dans un instant. Et pour les jeunes lycéens, si vous vous intéressez à ce genre de sujet, il y a énormément d'opportunités d'emploi. Il faut faire des maths, c'est indispensable. Mais après, il y a beaucoup de demandes sur ces sujets-là, donc je vous encourage très vivement à vous y engager. Alors, on va enchaîner, donc n'oubliez pas d'envoyer vos questions, parce qu'il n'y a encore pas de questions, donc on va enchaîner sur la partie relance, puis comme ça on aura plus de temps pour le débat. Donc, avant même la fin des confinements, puisqu'on a eu quand même 4 confinements, il faut le rappeler, il y a eu le premier qui a été tout à fait terrifiant, les seconds, deuxième, troisième ont été un peu amortis, mais tout de même. Mais avant même qu'on ait une perspective claire sur la fin de la crise sanitaire, le gouvernement a souhaité mettre en place un plan de relance. Pourquoi ? Pour prendre le relais lorsque la crise serait finie et aider au rebond de l'économie, sachant que la vitesse de rebond de l'économie détermine un peu son point d'arrivée, c'est-à-dire qu'on sait par l'effet des crises passées que si on reste longtemps en situation déprimée, c'est plus difficile de retrouver le niveau d'avant-crise et encore plus le sentier d'avant-crise. Donc ce plan baptisé France Relance a été mis en place, décidé en septembre de 2020 pour un volume de 100 milliards, donc un peu plus de 4% du PIB. Et il contient 3 enveloppes. Une enveloppe sur la transition écologique, qui est 30 milliards. Une deuxième sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises, 34 milliards. Et enfin une troisième sur le renforcement des compétences et le développement de tous les territoires, 36 milliards. Et donc, je voudrais vous interroger tous les 3 sur ce plan de relance. Quelle est votre lecture du plan de relance et comment ça se déroule? Comment vous voyez la mise en place effective, le déploiement effectif de ce plan de relance et comment est-ce qu'il atteint ou non les objectifs qu'il s'est assignés, en démarrant par les territoires, donc la troisième enveloppe, puis on va remonter aussi aux questions d'emploi avec Selma et on terminera avec la compétitivité dont nous parlera Clément. Alors, sur les territoires, nous, ce qu'on a essayé de faire, même si les chiffres datent un petit peu, puisque le rapport dont parlait Agnès en introduction, nous l'avons rendu au mois de juin, on a grâce à la mise à disposition pour les chercheurs des données du plan de relance et des mesures d'urgence qui ont été citées tout à l'heure, on a pu essayer de comparer la répartition géographique des mesures de soutien d'urgence et des mesures de relance avec la baisse d'activité des territoires, pour voir si
les territoires qui ont bénéficié le plus des mesures d'urgence ou qui ont bénéficié le plus des mesures de relance sont les territoires qui avaient connu la plus forte baisse d'activité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Nous, à l'époque où on s'est arrêté, le plan de relance, les mesures de soutien, c'est-à-dire les mesures dont on a parlé jusqu'à présent, représentaient 180 milliards d'euros en déploiement. Et ça représente par département, ça représente à peu près 2200 euros par Français en moyenne. Voilà, 2200 euros pour les mesures de soutien. Pour les mesures de relance, c'est-à-dire le plan en 3 parties sur lequel Agnès m'interroge à l'instant, les montants étaient plus modestes puisque c'était 14 milliards qui étaient déployés, c'est-à-dire environ 200 euros par Français. Et donc nous, on s'est demandé, tiens, est-ce que ces 2200 euros de soutien et 200 de relance vont plutôt vers les territoires qui avaient souffert de la crise ou les territoires qui étaient fragiles avant la crise. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? D'abord, globalement, si j'additionne les 2200 euros de soutien et les 200 euros de relance, ça c'est la moyenne nationale. Mais quand je le regarde en fonction des territoires qui ont souffert ou non de la crise, il y a bien une très forte indexation de ces mesures sur la baisse d'activité. Globalement, les 20% des territoires, donc des bassins d'emploi qui ont le plus souffert de la crise, ont reçu 3 500 euros par personne, là où les 20% des bassins d'emploi qui ont le moins souffert ont reçu un peu moins de 2 000 euros par personne. Donc on a un rapport de 1,5 qui est bien indexé sur la baisse d'activité. Les mesures de soutien sont très très indexées sur la baisse d'activité. Les mesures de relance le sont moins, et c'est normal puisque l'objectif des mesures de soutien, c'était, comme ça a été rappelé, d'éviter des destructions massives d'emplois ou d'entreprises. Et donc, naturellement, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, etc., sont allés là où la baisse d'activité était la plus marquée, de manière quasi automatique. France Relance a un autre objectif. France Relance, le plan de relance, a pour objectif de transformer l'économie française et de lui permettre, à la sortie de la crise, de prendre de l'avance sur les autres économies en allant plus loin dans la transition écologique, en allant plus loin dans la numérisation de l'industrie, en allant plus loin dans la rénovation énergétique des bâtiments, etc. etc. Et donc, pour le coup, il n'y a pas de corrélation forte entre la baisse d'activité et les mesures de relance. En revanche, on s'aperçoit que certaines des mesures du plan de relance, en particulier celles qui concernaient les jeunes, je pense notamment à l'extension de la garantie jeune ou au dispositif des parcours emploi-compétences, qui sont des emplois aidés, si l'on veut, pour ramener des jeunes qui sont éloignés de l'emploi vers le marché du travail. Ces mesures-là ont bénéficié très fortement aux territoires, donc aux bassins d'emploi, qui, avant la crise, étaient fragiles. Et ça, c'est intéressant à remarquer parce que non seulement, ce que ça nous dit, c'est que non seulement France Relance est en train, et moi je l'ai vu puisque dans le cadre du rapport que j'ai rédigé, je me suis déplacé un peu partout et j'ai rencontré des entreprises qui bénéficiaient de ces mesures de France Relance et j'ai pu constater de mes yeux qu'il y avait bien de la transition énergétique, de la transition numérique, de la relocalisation, etc. Mais ça nous dit aussi que France Relance a été et l'occasion de résorber certaines fractures territoriales puisque les outils qu'on a mis à disposition des territoires, eh bien, certains territoires qui étaient fragiles avant la crise ont pu s'en saisir pour apporter des réponses à leur population ou pour en gros essayer de donner un nouvel élan à leur économie locale. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène donc à la question de l'emploi. Alors, le plan de relance contient dans ce dispositif Un jeune, une solution, qui peut être un emploi aidé, un emploi, une prime à l'embauche dans le secteur privé ou bien des formations. Ça prend aussi le relais d'une politique très volontariste sur la formation depuis le début du quinquennat. Donc, Selma, quelques mots ? Oui, donc sur le marché du travail, ce qu'il faut voir peut-être d'abord, c'est que ce que tu as dit un petit peu aussi, Agnès, c'est que le passage du plan d'urgence au plan de relance, même si sur le papier, il y a un plan d'urgence et un plan de relance, ça n'a pas été quelque chose, ça n'a pas été une rupture, il y a un certain continuum. Parce qu'en fait, il y avait un équilibre à trouver entre le risque de couper les aides d'urgence trop tôt,
et d'avoir fait tout ça pour rien. Encore une fois, on avait des millions de personnes en activité partielle et le risque de les laisser plus longtemps que nécessaire, ce qui conduisait à freiner la reprise potentiellement si les entreprises laissaient des gens en activité partielle alors qu'ils pouvaient recommencer à travailler ou encourageaient des effets d'aubaine. Donc les évolutions très, très progressives de l'activité partielle au fil des mois, j'ai compté, je pense qu'il y a eu une trentaine de décrets sur l'activité partielle sur la période, illustre bien le fait que ce plan d'urgence a suivi l'évolution de la crise. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est passé très vite de l'urgence à l'anticipation de la sortie de crise. Je regardais l'historique, mais dès la mi-avril, on était dans les scénarios de déconfinement. On ne savait pas encore qu'il y aurait un reconfinement et un re-reconfinement. Et donc, la sortie de crise, on y a travaillé bien avant qu'elle soit définitive. C'est d'ailleurs mi-avril, c'est d'ailleurs le moment où nous, à la DARES, tu l'as dit, on nous a demandé les premiers scénarios de sortie de crise. On était dans une crise sanitaire dont on savait que le premier déterminant était sanitaire et on n'est pas épidémiologiste. Et vous imaginez la difficulté d'exercice. Mais du coup, le premier enjeu, je dirais, du plan de relance, même si c'est un peu en amont, c'était quand même de ne pas sortir des mesures d'urgence trop vite. Et c'est pour ça qu'on a fait évoluer l'activité partielle en une mesure du plan de relance qui est l'activité partielle de longue durée, qui était de dire, OK, pour les secteurs qui vont rouvrir, l'hébergement, restauration, les restaurants rouvrent, il n'y a plus de raison d'être en activité partielle. Mais on voit bien que dans l'aéronautique, ça ne va pas être si simple. La demande adressée à l'aéronautique, elle va peut-être pas repartir, le tourisme, etc. Tout ça, c'est des secteurs qui sont potentiellement en difficulté longtemps. Et donc, dans ces secteurs, ils vont avoir besoin de garder de l'activité partielle, mais il va falloir qu'ils négocient. Donc, le principe de l'activité partielle de longue durée, c'est que les conditions financières sont un peu moins avantageuses que celles de l'activité partielle de droit commun, et on y a droit. Elles sont elles sont moins avantageuses que l'activité partielle de crise, mais plus avantageuses que l'activité partielle à laquelle on revient, qui est l'activité partielle hors crise. Mais on n'y a le droit que si on a négocié, que si on a un plan avec les partenaires sociaux de sortie de crise et d'évolution de l'entreprise. Donc ça, c'est là. On peut négocier au niveau de l'entreprise ou de la branche. Donc un premier... alors ça, c'était d'autant plus important que la dimension sectorielle de la crise, même en sortie de crise, on voyait bien que voilà, on avait une dimension, j'ai cité l'aéronautique, matériel de transport, tout ce qui est construction automobile aussi, on voyait bien que certains secteurs allaient avoir plus de mal à redémarrer. Alors ensuite, en se projetant davantage, le deuxième enjeu, j'en ai que 3 enjeux. Le deuxième enjeu, c'était d'éviter que la crise laisse des cicatrices, des stigmates. Et là, très vite, la question des jeunes est apparue. Alors pourquoi les jeunes ? Parce qu'on sait traditionnellement que dans les crises, le chômage des jeunes, il surajuste par rapport au chômage à l'ensemble du chômage. Et puis là, comme le marché du travail avait été gelé, comme Clément l'a dit, quid des nouveaux entrants ? D'où le plan Un jeune, une solution, avec une aide notamment massive à l'embauche de jeunes. Alors, on a pu évaluer cette aide à l'embauche des jeunes, la DARES et le Conseil d'analyse économique. Ce qu'on voit, c'est que l'effet sur les embauches de jeunes n'ont peut-être pas été massifs, sur l'emploi, c'est pas évident. Par contre, ça a probablement favorisé les embauches en contrat plus long, soit en CDI, soit en contrat en CDD long. Et puis, on a eu des mesures en faveur de la formation, parce que le troisième enjeu, c'était d'anticiper les besoins des entreprises en sortie de crise et de booster la reprise. Et là, c'est un peu double, parce que c'est à la fois anticiper sur ce dont vont avoir besoin les entreprises, mais c'est aussi orienter. La transition écologique, elle n'est pas apparue avec la crise, elle est antérieure, donc c'était aussi, d'une certaine façon, faire que la reprise soit orientée dans des sens souhaités. Et pour ça, effectivement, il y a toute une réflexion sur les besoins en compétences. Alors, peut-être juste pour conclure là-dessus, je pense que si on est honnête, ce qu'on a mal anticipé, c'est la vigueur de la reprise. Alors, on avait des scénarios où ça se passait comme ça s'est passé en vrai sur le marché du travail, où ça remontait, où le chômage était nul. Moi, j'avais ces prévisions. Mais quand je les présentais à la ministre, je disais ça, c'est le scénario rose.
où tout se passe bien. L'activité partielle ne se dégonfle pas trop vite, il n'y a pas de rebond de productivité en sortie de crise, la crise sanitaire disparaît complètement, etc. Mais quand même, globalement, je pense qu'on peut, si on est honnête, dire qu'on a un peu sous-estimé la vigueur de la reprise, les difficultés d'approvisionnement, qui sont quand même une des difficultés aujourd'hui, et puis les besoins de recrutement. Alors, ça fait la transition parfaite. Les entreprises sont soumises aujourd'hui à des difficultés de recrutement. Une proportion très élevée des entreprises disent qu'elles ont des difficultés de recrutement. Et c'est un facteur limitant dans certains secteurs, à côté des difficultés d'approvisionnement. Et pour certains secteurs, ce qui domine encore, c'est les problèmes de marché. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc, finalement, entre ces différentes dimensions, au niveau des entreprises, je dit tout à l'heure qu'elles étaient endettées, la dette brute, ça avait bien fait la différence avec la dette nette, quand elles ont accumulé aussi de la trésorerie. Mais finalement, quel est, pour les mois à venir, quel est le risque principal pour le tissu productif français? Est-ce que c'est plutôt du côté du bilan d'augmentation de la dette? Et donc, on a vu que l'investissement avait bien rebondi, mais est-ce que ça va continuer? Ou est-ce que c'est du côté des défaillances, on en a parlé tout à l'heure, une espèce de rattrapage, ou alors c'est plutôt du côté du marché du travail, des approvisionnements entre guillemets en main-d'œuvre et approvisionnement en matières premières? Donc, mon point de vue, c'est qu'en tout cas, du point de vue des entreprises, le plan de relance, le premier, et je vais revenir dans le sens de Selma, c'est que le premier exercice du plan de relance, c'est de gérer la fin des mesures d'urgence, de faire en sorte que la transition d'une économie où on était entièrement orienté vers la protection des entreprises et la préservation, la congélation, dans le sens des relations d'emploi des entreprises, qu'on aille progressivement vers un fonctionnement plus normal où il y a des destructions, des faillites d'entreprises, des réallocations et des embauches. C'est forcément lié. Et là, effectivement, il se pose des questions. Il y a un arbitrage entre autoriser des faillites qui sont peut-être inefficaces, c'est-à-dire des entreprises qui auraient été viables en l'absence de la crise, et autoriser en fait des continuations d'entreprises qui sont inefficaces, c'est-à-dire des entreprises qui ont été rendues non viables du fait de la crise, qui sont peut-être insolvables, etc. Et c'est un exercice assez délicat et qui a une forte dimension sectorielle. Si on pense par exemple à la restauration, il n'y avait pas vraiment de tendance négative dans l'emploi dans la restauration avant la crise. Il n'y a pas vraiment de raison structurelle que l'emploi dans la restauration ne revienne pas à un niveau comparable à ce qui se passait avant la crise. Il y a d'autres secteurs où c'est plus compliqué. On peut penser par exemple au voyage en avion pour les affaires, des voyages d'affaires par exemple. Clairement, la crise a donné lieu à des modifications certainement assez profondes de la demande pour ce type de service. On a tous utilisé Zoom, il y a eu des investissements massifs en technologie d'information et de la communication qui font que peut-être à l'équilibre, dans les années à venir, il y a des secteurs qui n'ont pas vocation à revenir aux tendances qui connaissent. On peut penser aussi à la distribution, où la crise a donné lieu à une accélération en fait, de mutations structurelles dans les habitudes de consommation. On peut penser aux achats en ligne, et qui ont vocation à avoir des implications de long terme. Donc un des premiers défis que le plan de relance prend en compte dans une certaine mesure, ou qui va avoir à prendre en compte, c'est vraiment gérer ces effets de long terme qui sont inévitables en dépit de la stratégie de congélation, préservation qui ont été mis en place. En ce qui concerne donc les aides aux entreprises qui font partie du plan de relance, on a analysé un petit peu plus en détail la baisse des impôts de production. C'est des aides sur lesquelles on a des bonnes données. Et là, ça va vraiment dans le sens de ce que disait Jean-Noël, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte, nous, qu'on a vue entre la difficulté auxquelles ont fait face les entreprises pendant la crise et le recours aux aides d'urgence. Mais les impôts à la production bénéficient à des entreprises sans qu'il y ait vraiment de corrélation très forte entre si oui ou non l'entreprise a fait face à une grosse baisse de leur demande, de leur chiffre d'affaires au cours de la crise. Et c'est, en un sens, normal, parce qu'on ne fait pas face aux mêmes défis. Là, on fait face en fait à des défis de plus long terme. Peut-être la question, mais c'est une remarque plus personnelle, c'est au vu en fait de l'efficacité des mesures d'urgence à réduire l'impact de la crise sur le bilan des entreprises, au-delà des politiques sectorielles, de croissance verte, de décarbonation de l'emploi, de l'économie, etc.
ne sais pas dans quelle mesure il est nécessaire, en plus, de diriger des aides spécifiquement aux entreprises, dans la mesure où, en fait, elles ressortent de la crise relativement bien. Enfin, elles ont pu amortir la crise de façon relativement... sans qu'il y ait trop de situations, on va dire, dramatiques, soit en termes de surendettement ou en termes de défaillance. Donc, on peut voir, enfin, le plan de relance et la partie, en tout cas, impôt de production, c'est certainement quelque chose qu'on peut juger utile ou pas, mais c'est pas quelque chose qui s'articule particulièrement de façon très facile avec voilà, ce qu'on a vu se passer avant. C'était un problème peut-être avant, et c'est un problème après, mais il n'y a pas vraiment une spécificité à la relance quoi, de cette mesure-là. C'est un peu ce que disait Selma tout à l'heure, c'est-à-dire que le plan de relance était aussi l'occasion de corriger des défauts de l'économie française, et notamment le fait que les impôts de production sont particulièrement élevés en France, et donc c'était l'occasion de les réduire. Ça a permis aux entreprises de récupérer les marges d'avant-crise et donc de préserver leur capacité à investir. Et alors je voulais interroger aussi sur une dimension qu'on n'a pas évoquée, qui est la dimension internationale. Donc on sait que les exportations et les importations ont chuté pendant la crise, elles ont rebondi depuis, mais en fait les exportations avaient plus chuté que les importations et elles ont rebondi comme les importations. Donc à la fin, on a quand même une perte sur le commerce extérieur qui est liée au fait que les secteurs, le tourisme, longue distance, l'aéronautique ont été particulièrement touchés. Et je voudrais un peu t'interroger sur... parce qu'on sait que les entreprises exportatrices sont en général plutôt des relativement grandes entreprises. Or, les TPE, les toutes petites entreprises, ont été particulièrement bien préservées par la crise. Donc, comment tu vois la réallocation du capital et du travail dans les mois à venir, de manière à essayer quand même de renforcer le tissu productif, de manière à se mettre en ordre de marche pour pouvoir exporter de nouveau? Donc rapidement, sur la partie commerce extérieur, je pense qu'il y avait un sujet avant la crise, il y a un sujet après la crise. Effectivement, du fait, je pense, de la spécificité sectorielle de la crise, on pense à l'aéronautique, il y a eu de l'aggravation en fait, de tendances préexistantes. Mais, et c'est là, je vais revenir sur les impôts de production. Je pense que un des soucis, disons que il y a eu plusieurs, enfin, le sujet de la compétitivité en France, est-ce que ça vient du coût du travail, des impôts de production, etc. C'est une question qui date. Et ce qu'on sait, enfin, au vu moi, de ce que j'ai fait et de ce que j'ai lu, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur les effets des impôts à la production sur la compétitivité extérieure, alors que le coût du travail, il y a pas mal d'éléments qui maintenant sont assez probants sur le fait que c'est assez difficile, en baissant le coût du travail en France, de restaurer la compétitivité, principalement parce que les exportateurs sont des grandes entreprises qui payent en fait des salaires relativement élevés déjà et pour lesquels la structure des coûts n'est pas forcément très intensive en travail. Donc, je pense qu'une des questions qui sera intéressante à évaluer, à regarder dans les années à venir, c'est si vraiment la partie du plan de relance qui va venir faire baisser la pression fiscale sur les entreprises, la baisse des impôts de production, va être plus ciblé vers les secteurs qui sont exposés aux marchés internationaux et dont on espère qu'ils vont se remettre à exporter ou qui vont exporter plus qu'avant la crise. Alors en effet, il y a peu de travaux sur l'impact des impôts de production pour la bonne raison que seule la France a des impôts de production d'une certaine manière, donc c'est difficile de faire des comparaisons internationales. Je voudrais vraiment vous encourager à poser des questions. Je ne veux pas croire que vous n'avez pas de questions sur cet épisode historique de notre économie mondiale. Donc n'hésitez pas, alors soit sur les réseaux, soit voilà, il y a des micros qui circulent, qui sont à votre disposition. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc lancez-vous. Bonjour, ma question est la suivante. J'aimerais avoir votre avis si les organisations, les entreprises françaises n'avaient pas été sous perfusion quelque part avec les aides de l'État, quel aurait été le scénario?
Alors là, vous posez une question qui est quand même extrêmement difficile, qui est beaucoup débattue dans la profession, ce qui est celle du contrefactuel. Et si le chemin de fer n'avait pas été inventé, que se serait-il passé? Alors Selma, une réponse? Alors, je me lance, hein, même si c'est compliqué. Non, c'est effectivement... j'ai pas de boule de cristal, etc., donc on ne sait pas très bien. Mais ce qu'on sait, c'est que d'autres pays ont fait d'autres choix. Et notamment sur le marché du travail, hein, les États-Unis n'ont pas fait le choix de l'activité partielle, hein, du chômage technique. Ils ont subventionné les ménages au chômage. On a vu les chiffres du chômage augmenter dans les proportions de l'activité partielle en France. Donc, d'une certaine façon, alors évidemment, ça c'est pendant la crise. Donc, on sait quand même que si on n'avait pas eu des millions de personnes en chômage technique, ils auraient été au chômage tout court, quoi. Ça c'est pas. Enfin, je crois que je prends pas trop de risques en disant ça. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de savoir combien de temps ils y seraient restés. Et bon, là, on a un peu moins de recul. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est quand même mieux et pour les entreprises et pour les salariés de rester dans leur entreprise plutôt que de passer par le chômage. Donc, parce qu'il y a toujours un risque que le retour sur le marché du travail soit moins immédiat que le passage du chômage technique au chômage où finalement, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de recrutement. Donc, le contrefactuel quand même sur le marché du travail, pour moi, il est assez clair. Le chômage partiel, il a fait le job d'éviter que tous ces gens-là qui ne pouvaient pas travailler et qui ne pouvaient pas télétravailler ne se retrouvent pas au chômage. Alors après, la question après, c'est est-ce qu'on a maintenu en vie des entreprises qui avaient vocation à faire faillite? Bon, les conditions de la reprise actuelle me laissent plutôt penser que non. Parce qu'ils ont du mal à recruter. Enfin, on voit bien que ça repart. On a plutôt des difficultés. On a plutôt une reprise trop rapide, d'une certaine façon, partout dans le monde, avec des difficultés d'approvisionnement. Encore une fois, moi, je crois vraiment qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que ce n'est pas une crise économique. Hein. Ouais, c'était une crise sanitaire. Hein. On a arrêté l'économie pour des raisons sanitaires. L'économie, elle allait pas mal. Hein. Donc après, évidemment, d'arrêter l'économie, c'est pas neutre, mais plus on l'arrête, comme on a dit, plus on est plusieurs à avoir dit, plus on gèle les choses sans séquelles quelque part. Bon, donc le contrefactuel, je pense, c'est quand même qu'on a évité probablement au moins un passage au chômage pour des millions de gens. Je vais, en effet, regarder l'évolution du taux d'emploi aux États-Unis, c'est quand même très intéressant parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer le taux d'emploi d'avant-crise alors qu'il est déjà de retour en France et c'est vraiment une expérience naturelle. Où bien que les employeurs aient gardé le numéro de téléphone des salariés, en fait, ils se sont un peu disséminés et quand l'économie rouvre, c'est un peu encombré, quoi. Il y a le système d'allocation des travailleurs aux emplois est un peu encombré et ça prend du temps pour retrouver le chemin de l'emploi. Donc c'est vraiment une expérience intéressante parce qu'on se posait des questions sur la valeur, en effet, de ces relations de travail. Et là, on a une expérience qui nous montre la très grande valeur de ces relations de travail. Jean-Noël, tu voulais rajouter un mot, puis Clément aussi? Oui, juste ajouter un mot pour nous donner une nouvelle illustration de ce à quoi peuvent servir les économistes. Donc, on commence à avoir des réponses à la question qui est posée, mais on en aura plus puisqu'il y a un certain nombre de travaux, puisque les données sont disponibles, qui vont essayer de dire, tiens, alors ça ne sera jamais une réponse globale à la question, mais de manière peut-être plus locale. Tiens, il y a une entreprise qui a bénéficié de telle mesure, la voisine n'en a pas bénéficié alors que les deux entreprises se ressemblent. Quelle a été leur trajectoire? Et je vais faire de la publicité pour un de mes papiers de recherche qui avait analysé ce qui avait été mis en place en 2008 et qui ressemble assez aux prêts garantis par l'État, c'est-à-dire ces prêts que les banques ont fait aux entreprises pour traverser la crise. Avec cette garantie de l'État qui fait que si l'entreprise ne rembourse pas, c'est l'État qui rembourse la banque. Donc nous, avec mes co-auteurs, on avait fait cette analyse de ce qui s'était passé en 2008 en disant que, en partant du fait qu'il y avait des régions, et c'est pour vous donner un peu la manière dont les économistes réfléchissent à ces questions, il y avait des régions où beaucoup de ces prêts avaient été distribués et d'autres où peu ou un peu moins avaient été distribués. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les entreprises qui étaient à la bordure de régions généreuses et un peu moins généreuses. Et ces entreprises, elles sont très proches puisqu'elles sont littéralement à quelques kilomètres l'une de l'autre. Mais il y en a une qui a beaucoup plus de chances d'avoir bénéficié du prêt que l'autre puisqu'elle est pas du bon côté de la... Enfin, elle est du bon côté de la frontière. Et grâce à cet exercice qu'on a fait, on a pu identifier qu'effectivement, en 2008,
ça avait permis aux entreprises de conserver une main-d'œuvre et en particulier à ces salariés-là de rester sur une trajectoire favorable, alors que ceux qui étaient du mauvais côté, si je puis dire, de la frontière, faisaient un détour par le chômage et voyaient leur rémunération durablement amputée. Et alors, c'est pas pour se jeter des lauriers, mais c'est très utile que les économistes travaillent en permanence pour évaluer des politiques publiques comme celle-là, puisque quand survient la crise suivante, au moins on a du matériel pour dire, enfin on a des éléments pour dire, je fais de la pub pour mes travaux, mais au moins on peut dire, tiens, on a regardé des dispositifs comme ça, comme le chômage partiel, comme les prêts garantis par l'État, ça marche dans telles circonstances, oui, non. Et c'est à partir de là qu'on prend les décisions de politique publique. Alors Clément fait beaucoup aussi d'évaluations, donc il donne la parole à toutes, parce qu'on a encore 2 questions que je voudrais prendre, donc très rapidement. Le dernier point, c'est vraiment en complément avec ce que disait Jean-Noël, c'est que donc, ce dont il parlait, c'était vraiment les bénéfices directs aux entreprises qui ont bénéficié des dispositifs. Et dans un cadre d'une récession aussi sévère que ce qu'on a connu, il y a aussi des effets externes. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant de mesurer également, c'est le fait d'avoir des clients qui, eux, ont bénéficié du prêt garanti par l'État par rapport à ceux qui n'en ont pas bénéficié, parce qu'il y a, et c'est un gros souci quand un choc est aussi violent que celui qu'on a connu, il y a des externalités entre entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait faillite, c'est aussi des fournisseurs potentiellement qui vont aussi se retrouver dans une situation de surendettement et qui ensuite vont faire faillite, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus dur à mesurer, mais qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que une entreprise qui survit, c'est aussi un ensemble d'acteurs, de parties prenantes qui sont affectées positivement au moins à court terme. Donc c'est un point très important. Alors on va prendre une dernière question dans la salle et puis il y en a une en ligne, donc s'il vous plaît. Bonjour. J'aimerais savoir, à votre sens, quelles leçons tirent les économistes de cette crise? Quelle est la plus grande leçon? Et si il venait à arriver une autre crise sanitaire éventuellement, ou touchons du bois une autre catastrophe dans ce genre, est-ce qu'on y est plus prêt, comme disait Monsieur Jean-Noël? Est-ce qu'on est prêt à affronter quelque chose comme ça? Merci beaucoup. Alors ça rejoint la question en ligne de Corentin qui dit: est-ce que vous êtes sûr que la crise sanitaire ne va pas revenir et qu'est-ce qu'on fait si ça revient? Alors, on a fait beaucoup de progrès en épidémiologie en tant qu'économiste. On était très contents de voir que notre discipline aimait aussi autant la modélisation que nous. Mais voilà, demain, je vous invite à venir. Demain, il y a une session sur la dette, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même de la dette. Oui. Quelles leçons on tire? Bon, moi, je crois quand même que... Alors, je parle... Enfin, il faut que je dise d'où je parle. Hein, je parle de l'administration française, donc je ne suis pas neutre. Mais je crois quand même que ce que ça a montré, c'est ce que j'ai dit au début, c'est dans le rapport Queré, c'est quand même que quand il a été décidé de le quoi qu'il en coûte, l'appareil d'État, enfin l'administration a été capable de mettre en œuvre des choses très vite. Et ça, c'était pas gagné. Donc, d'une certaine façon, on a une vision de l'administration qui est toujours lente, ça arrive après, ça arrive jamais à l'heure, etc. Les trucs fonctionnent pas. Et dans une situation de crise très aiguë, tout le monde s'est bougé. Alors, vous avez parlé de la production de chiffres, mais ça, à la limite, c'est moins vital pour les gens. C'était utile pour les économistes de produire des chiffres. Nous, on a effectivement, à la DARES, la direction où j'étais, on a monté une enquête auprès de 10 000 entreprises. On l'a montée en 15 jours. On a appelé des DRH, on a donc une capacité quand même de l'État en France. Hein, je n'aurais pas de capacité de faire de comparaison internationale. Donc une des leçons, c'est que face à une crise, on a quand même un État qui est là et qui sait être là. Pour aider les gens, pour aider les entreprises, pour mettre en place les dispositifs. Bon, après, l'autre leçon, c'est qu'anticiper face à ce genre de choses, ce qu'on n'a pas bien fait, c'est anticiper. C'est-à-dire que tout au long de la crise, on s'est dit il faut donner de la visibilité aux entreprises, notamment, et aux gens, mais aussi aux entreprises. Et effectivement, on avait une capacité à donner un peu de visibilité assez limitée. Donc effectivement, investir dans tout ce qui est modèle de prévision, d'anticipation, investir à froid, que ce soit quel que soit le domaine. Voilà. Bon, après, ça va toujours mieux quand on a anticipé une crise. Voilà, on va être obligé de conclure très rapidement. Un mot de conclusion, Jean-Noël, un mot de conclusion, Clément, sur les leçons, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on peut refaire.
Oui, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il est encore un peu tôt et je pense qu'il appartient justement aux économistes, aux aspirants économistes, aux étudiants, doctorants, chercheurs, d'essayer de trouver des réponses à un certain nombre de questions qu'on s'est posées, y compris là autour de la table et auxquelles on n'a pas tout à fait encore les bonnes réponses. Et il faut qu'on trouve ces bonnes réponses pour pouvoir faire les bonnes politiques publiques. Clément ? Oui. Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Noël. Il y a encore beaucoup, en fait, on a peu de recul. Donc effectivement, et c'est vraiment, je pense, le problème, ça va être la récurrence, à quelle fréquence arrive ce type de crise sanitaire pour qu'on ait le temps de pouvoir en tirer des leçons d'un point de vue, de façon rigoureuse. Voilà, donc si on veut regarder un peu le temps long, comparer les crises de 1929, la crise de 2008 et la crise actuelle, on voit clairement que la crise était beaucoup plus courte, mais très violente, très violente, mais beaucoup plus courte. Ça n'est pas fini. C'est ça la difficulté à vous répondre, c'est que ce n'est pas totalement fini et on a en effet accumulé une dette publique qu'il va bien falloir traiter. Selma a dit que eh bien, les crises, c'était une crise sanitaire avant tout et non pas économique, ce qui explique ce rebond très rapide. Maintenant, un enjeu important des années à venir, c'était récupérer des marges de manœuvre pour pouvoir faire face à la prochaine crise, car des crises, il y en a régulièrement, enfin irrégulièrement. Si c'était régulièrement encore, on pourrait les prévoir. Irrégulièrement, mais il y en a et il y en aura. Et donc, il faut s'y préparer, en effet. Mais quand même, on accumule du savoir et je trouve que c'est vraiment positif, du savoir et des informations qui permettent de réagir beaucoup plus rapidement que ça n'était par le passé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos invités.